donc animer ce dernier atelier et vous présenter deux petites diapos pour replacer dans le contexte un petit peu la problématique du financement de la rénovation. Et ensuite, je laisserai la parole à nos trois intervenants sur trois thématiques bien distinctes et bien complémentaires. Je vais rappeler très rapidement en tout cas les enjeux liés à la rénovation et ceux portés localement par la plateforme Rochelais de rénovation énergétique. Donc on en a déjà parlé. On a un objectif de 2000 rénovations par an et 1000 portés par la plateforme à l'horizon 2027. L'objectif, c'est que cette approche finalement diffuse un petit peu des pratiques au sein du territoire et qu'on arrive à monter un petit peu en compétences et à faire que la rénovation globale et performante devienne une norme à l'horizon 2027. Pour positionner un petit peu le sujet et donc la problématique du financement, je voulais juste rappeler quelques points d'entrée et quelques limites qu'on a un petit peu tendance à oublier parfois et qui freinent finalement les maîtres d'ouvrage que sont les particuliers à s'engager vers un projet de rénovation globale. D'une part, donc, il y a la temporalité, on en a parlé ce matin, parfois les aides arrivent après les travaux, il y a des problèmes d'avance de trésorerie, il y a aussi des solutions, on va l'évoquer durant cette table ronde. L'investissement initial, il est lourd, et il peut créer un blocage. C'est un petit peu le rôle aussi de la plateforme de mettre en avant finalement le fait qu'on a un investissement initial, mais on a également un retour sur investissement possible et des bénéfices qui ne vont pas être forcément pécuniers, mais des gains en confort acoustique, qui peuvent peser dans la balance et faire que le maître d'ouvrage va prendre la décision de faire une rénovation globale et performante. La problématique du maître d'ouvrage qui est finalement monsieur et madame tout le monde. Donc il y a une nécessité réelle d'accompagnement de ces projets-là pour vulgariser, rendre tout ça compréhensible et puis mettre en avant un petit peu les avantages qui ne sont pas que financiers. Les solutions de reste à charge du financement de la rénovation énergétique, on le verra tout à l'heure dans les prises de parole, on a d'un côté des aides directes qui vont permettre de combler une partie du financement. Et puis ensuite, on a des solutions qui permettent de financer le reste à charge. Alors la plus connue, c'est celle qui est portée par l'État depuis une quinzaine d'années, qui s'appelle l'éco-prêt à taux zéro. Mais il y en a d'autres, et on va aussi les évoquer lors de cette table ronde. Un autre point, c'est le parcours de rénovation qui est multi-acteurs. Nous, on s'en est rendu compte quand on a commencé à réfléchir à cette plateforme. Finalement, si on se met à la place d'un maître d'ouvrage et donc d'un usager, entre le moment où il va se dire tiens, ça serait pas mal que je rénove, et le moment où il va s'installer dans son canapé pour boire un verre au chaud au bord de son poêle à granulés tout neuf, il aura rencontré des thermiciens, il aura rencontré des artisans, il aura rencontré des financiers, il aura potentiellement rencontré des opérateurs ANA. Et tous ces gens-là, finalement, vont avoir un discours qui va dans le même sens, qui doit aller dans le même sens pour que ça marche. Chaque projet est petit et doit être en même temps sur mesure. Alors on a vu ce matin des solutions liées au numérique qui permettent un peu d'avoir une approche globale et statistique et trouver des solutions rapides qui permettent d'avoir un ordre d'idées. Pour autant, le maître d'ouvrage, lui, c'est souvent un projet d'une vie, c'est un gros investissement qu'il va faire. Donc c'est vrai qu'il aime bien avoir un projet qui colle à ses attentes, qui correspond aussi aux attentes de changement de sol, de changement de cuisine. Et quand on parle de rénovation énergétique, on parle aussi très souvent de rénovation liée à la finition, à l'entretien du bâtiment. Et c'est ce qui fait que c'est difficile finalement d'avoir des solutions clés en main, reproductibles facilement et qui vont recueillir du coup l'adhésion des maîtres d'ouvrage. Et enfin, dernière partie, on aura aussi une présentation sur cette partie-là. Ce sont les dispositifs d'aide, MaPrimeRénov', anciennement le crédit d'impôt, les C2E, Habiter mieux sérénité, les aides locales, les caisses de retraite. Tout ça, c'est compliqué, c'est assez changeant. On remarque qu'en une quinzaine d'années, les dispositifs ont du mal à s'inscrire dans la durée, mais il y a des raisons aussi à ça, et c'est parfois logique. Et c'est pas simple quand on est aussi décideur de flécher de l'argent sur un poste plus qu'un autre, sur une approche globale ou sur une rénovation par poste, etc. Alors pour commencer, je vais laisser la parole à Sébastien Descours d'Énergie Demain qui va nous présenter un travail qu'il a mené en partenariat sur les outils de financement.
Allô? C'est bien. Rebonjour à tous. C'est un grand honneur pour moi d'être là. Je crois que c'est la première fois que je vais parler sur la rénovation et sur son financement. Euh, le premier constat que j'ai envie de faire avant toute chose, c'est que c'est compliqué. Je suppose que chacun dans la salle a essayé un jour de rénover sa propre maison. C'est juste très compliqué. Il faut être bac plus 27 en rénovation énergétique pour pouvoir s'en sortir et avoir beaucoup de contacts là où il faut. Il se trouve qu'on a été appelé par Dorémy et l'ADEME pour réfléchir donc et la DGEC, pardon, pour réfléchir à un système de financement de la rénovation. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est véritablement en avant-première, donc je ne vais pas tout vous dire puisque le rendu des travaux a lieu demain et après-demain au cours d'un webinar. Si certains veulent s'inscrire, envoyez-moi un mail et puis je vous ferai passer l'inscription. Alors, un petit mot sur Énergie Demain. Tout d'abord, certains d'entre vous les connaissent, mais fondamentalement, on est une force de proposition de structuration du financement de la rénovation. On a été à l'origine de la création des sociétés de tiers financement. Je vais pas mal revenir dessus après. On travaille beaucoup avec l'Europe, on travaille beaucoup avec le ministère sur ces sujets. On travaille également beaucoup avec les banques, qui est un des très gros sujets actuels, puisque le métier bancaire est très bouleversé par la mise en place de la taxonomie, cette espèce de classification en fait des prêts qu'ils vont être obligés de produire pour savoir s'ils font du vert ou du rouge. On est donc partenaire des ambitions européennes, mais on est également contributeur de l'essor du marché de la rénovation. On a un certain nombre d'activités dans la data et on a également des activités dans l'organisation de cette data au travers de l'outil Casbox que j'ai mentionné tout à l'heure. Alors l'état des lieux par principaux types d'acteurs aujourd'hui du marché de la réno, ma foi, c'est que c'est compliqué et c'est cher pour l'État. Pour les ménages, c'est compliqué et c'est cher. Et pour les acteurs du financement, c'est très compliqué et ils ne gagnent pas leur vie. Je vous la fais en extrême synthèse, parce que je vais être obligé de vous quitter à 17h pile. Donc, mais vous retrouverez dans les financements les attendus de ce que je vous raconte ici. Et donc, on a essayé de réfléchir. On est vraiment parti, non plus de la maison, mais parti de ceux qui habitaient la maison. De quoi est-ce qu'on a besoin quand on veut faire un chantier de rénovation ? Déjà, il faut pouvoir financer une rénovation complète et performante. Je crois que là-dessus, l'ensemble du marché est à peu près clair sur le fait que le financement par geste va progressivement, véritablement s'estomper, étant peu, justement, performant au profit de la rénovation globale et performante ou complète et performante. La deuxième chose, c'est qu'idéalement, il faut être équilibré en trésorerie. C'est-à-dire que dépense de chauffage avant est égale à dépense de chauffage après, plus remboursement du crédit. Donc les économies de chauffage vont pouvoir financer les travaux. Ce qui ne va pas toujours être le cas, et ce qui va amener un certain nombre de considérations. En particulier, c'est relativement subvention-dépendant, cette histoire, puisque ça dépend en fait du niveau d'aide également qui est accordé par l'État. Le troisième point, et qui est un point absolument essentiel, les ménages aujourd'hui ne comprennent rien au flux de trésorerie d'un chantier de la rénovation. Ils ont besoin d'avoir une vision extrêmement claire de, une fois que j'ai fini mon chantier, je commence à payer et je commence à payer une mensualité et cette mensualité ne va pas bouger pendant toute ma durée de remboursement. Ça, c'est un truc super simple. C'est comme ça qu'on achète des voitures aujourd'hui. J'achète une voiture, je sais combien je paye par mois, j'ai un budget du ménage, je sais combien je peux mettre dans le budget du ménage et je n'ai pas d'angoisse ou de méfiance à l'idée que je vais me retrouver en situation de trésorerie extrêmement difficile ou compliquée. Le quatrième point, donc, c'est effectivement que le remboursement ne démarre qu'à partir du moment où l'installation est opérationnelle. Et le dernier point, c'est qu'il faut articuler tout ça avec l'accompagnement et le technique. Donc, simplification. Moi, personne physique, ménage, je veux pouvoir me retrouver face à quelqu'un qui va prendre en charge ma complexité et qui va me délivrer fondamentalement une promesse, c'est celle de la réduction de mes dépenses de chauffage, et un prix qui est celui de la mensualité. Tout le reste, en tant que ménage lambda, je l'ignore. Je n'ai pas fait d'études de thermique, je n'ai pas fait d'études de bâtiment, je n'ai pas fait d'études bancaires, je n'ai pas fait d'études juridiques, etc. Donc j'ai juste besoin d'avoir deux chiffres. J'ai besoin d'avoir un premier chiffre qui est combien ça va m'apporter et le deuxième combien ça va me coûter. Alors à tout ça, on va rajouter quand même un certain nombre de petites choses qu'on va aborder un petit peu après.
Donc, grosso modo, la proposition qu'on est en train de publier s'articule véritablement sur une offre globale. Donc, une première partie qui est la partie technique. Je ne vais pas revenir dessus, on en a beaucoup parlé. Je crois qu'on est tous très en phase là-dessus. La deuxième chose, c'est une partie accompagnement. Et je vais insister un tout petit peu plus sur l'accompagnement humain. Je crois qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de nos métiers à nos clients au lieu de parler de nos clients, de leurs problèmes. Et il faut vraiment recentrer le truc sur qu'est-ce que c'est qu'un ménage, comment est-ce qu'il habite, par exemple. On parle beaucoup de l'habitat, on parle peu de l'habité. On parle très peu de l'habitant la plupart du temps, sauf dans le domaine sanitaire et social. Et le troisième point, donc, c'est le financement, sur lequel on fait 4 propositions, sur lesquelles je reviendrai un petit peu après. Et le tout quand même dans un corpus qui est absolument essentiel, qui est celui de la digitalisation de l'ensemble de la chaîne de valeur. Pourquoi la digitalisation de l'ensemble de la chaîne de valeur? Parce qu'on a besoin de transporter de l'information d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur. C'est pas que l'État ait envie de nous embêter quand il nous demande plein de documents. C'est pas que les banques aient envie de nous embêter quand elles nous demandent plein de documents pour les éco-PTZ. C'est que la qualification du crédit ou de l'aide pour l'État se fait à partir de ces documents-là. Donc on a besoin d'une preuve, et la banque a besoin d'une preuve par rapport à Bruxelles et par rapport aux autorités de contrôle pour dire ce crédit est effectivement un crédit vert. Aujourd'hui, la banque, quand elle prête de l'argent, elle le fait sous forme d'un prêt travaux, d'un prêt conso indéfini, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas ce qui est financé derrière son argent. Donc elle a absolument besoin d'avoir ces informations-là. Simplement, la problématique, c'est qu'il faut beaucoup d'informations. Il se trouve que ces informations sont souvent redondantes, on demande plusieurs fois la même chose. Il faut absolument qu'il y ait un lieu unique dans lequel toutes ces informations vont être situées, dans lequel tout le monde va plonger. Il faut que le plan de travaux puisse être accessible par l'artisan qui va mettre en œuvre le plan de travaux. Il faut que le budget puisse être communiqué, évidemment à l'artisan qui l'a produit, mais également à la banque et éventuellement à l'État. Et tout ça, aujourd'hui, on voit des circulations de papier dans tous les sens, qui est absolument absurde, alors même qu'on est quand même en 2021, au moment où le numérique a complètement émergé. Donc, à part le traditionnel crédit de travaux, dans cette approche du financement, on propose grosso modo 4 mécanismes qui ne sont pas si nouveaux que ça, mais qui sont une évolution des mécanismes actuels. Donc déjà, l'éco-PTZ, on va proposer de le pousser jusqu'à 25 ans. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'éco-PTZ a du mal à émerger? C'est parce qu'il est trop court en termes de mensualité de remboursement par rapport aux économies générées, donc le ménage doit surabonder en fait au moment du remboursement. Si on allonge, on diminue les mensualités, et comme on diminue les mensualités, on rend le truc beaucoup plus acceptable pour les ménages. On augmente le plafond parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que si on veut aller vers la rénovation complète et performante, ma foi, il va falloir avoir des enveloppes un petit peu plus significatives que celles qu'on a jusqu'à présent. Je crois que l'État vient de faire une démarche à cet égard qui est extrêmement positive, qu'on souhaite pousser un tout petit peu plus loin. Il y a une problématique derrière ça aussi qui est celle de l'inflation du coût des travaux qu'on ne sait pas encore très bien maîtriser, puisqu'on voit quand même une très grosse inflation ces derniers mois. La deuxième idée, c'est le prêt rénovation performante, c'est-à-dire que c'est le même principe que l'éco-PTZ, mais on intègre les économies d'énergie dans l'évaluation de la capacité de remboursement du ménage. C'est-à-dire qu'au lieu de partir du ratio classique qu'on connaît, 33 ou 35% des revenus en termes de remboursement, on fait une analyse réelle de l'ensemble des charges et des revenus du ménage pour savoir quel est le reste à vivre pour ce ménage une fois qu'il finance tout ça. Et c'est ce reste-vivre-là qui va déclencher ou pas l'autorisation de prêter. Cette approche a été validée par l'ACPR, qui est l'autorité de contrôle prudentielle, donc qui accepte et qui valide le fait que cette approche est positive. Donc on est en parfaite conformité avec les principes bancaires. Le PAM rénovation performante, là vous voyez grosso modo ce que c'est que le PAM. L'idée qu'on pousse en plus dans le PAM, donc le prêt avance mutation, c'est un prêt qui se dénoue au moment de la mutation du bien, soit par cession, soit par transmission. Ce qu'on propose, c'est qu'en plus on puisse alimenter pour les ménages qui le peuvent un fonds qui va s'incrémenter au fur et à mesure de la vie du bien et de la manière dont ça tourne pour que le montant à rembourser in fine ne soit pas forcément énorme, en particulier qu'il ne soit pas forcément incrémenté des intérêts. C'est-à-dire que le ménage, quand même, si possible, si sa structure financière le permet, puisse rembourser
les intérêts au fur et à mesure du temps, ce qui n'est pas le cas pour le moment, en tout cas dans les projets qui nous ont été présentés par Crédit Mutuel et La Poste. Et le dernier, c'est tiers investissement. C'est un truc que vous connaissez déjà avec les compteurs. En fait, les compteurs ne sont pas propriété du ménage, c'est propriété d'un tiers. Et l'idée, c'est en particulier sur les équipements de production d'énergie, mais éventuellement aussi sur la rénovation, de confier en fait la propriété de ces travaux à un tiers qui va se rembourser avec un loyer qui sera prélevé soit au niveau de la facture énergétique, soit par une taxe locale, si certaines communes veulent y aller. C'est un peu plus compliqué politiquement, mais donc qui permettent d'amortir le coût en fait de cet investissement. Alors l'intérêt, vous le retrouverez dans le slide qui vous sera passé. Je voudrais insister quand même un tout petit peu sur l'intérêt des acteurs du financement. On a beaucoup dit du mal des banques sur le marché dont on s'occupe. Je crois que les banques ne sont pas plus responsables que d'autres, elles ont juste besoin de gagner leur vie. Et pour gagner leur vie, elles ont besoin de deux choses. Elles ont besoin de réduire les coûts administratifs au max, c'est-à-dire, encore une fois, de la numérisation, parce que ça leur coûte effroyablement cher de gérer du papier, de gérer des situations spécifiques. La deuxième chose, c'est qu'elles sont engagées dans un vaste mouvement de transformation de leur bilan, c'est-à-dire qu'elles vont sortir les crédits sales pour mettre à la place des crédits propres. Il y a un ratio dont vous allez de plus en plus entendre parler, qui est le Green Asset Ratio. C'est grosso modo le volume de crédit ou d'investissement qui est fait dans ce qui est vert versus le total du bilan. Et ce Green Asset Ratio va conditionner l'accès au marché de capitaux. En particulier, il y a un marché qui se développe énormément en termes de ressources pour les banques, qui est ce qu'on appelle les green bonds, donc les obligations vertes. On ne pourra pas aller sur ce marché si on n'a pas des crédits en face qui eux-mêmes sont verts. Et donc, ils ont besoin absolument de développer ce marché. C'est un changement qui est relativement radical et qui est en cours, qui fait que les banques vont devenir prescriptrices et sortir de la résistance dans laquelle elles étaient jusqu'à présent. Alors peut-être une rapide conclusion, et c'est là où je vais vous parler des STF, c'est qu'en fait, les sociétés de tiers-financement, tout ce que je vous ai dit là, l'ont déjà mis en place. C'est-à-dire qu'elles ont fait, les sociétés de tiers-financement sont une exception au monopole bancaire, c'est des sociétés qui font du crédit, qui sont détenues par les régions, sont des SEM ou des SPL, et elles ont mis en place en fait des pratiques. Comme elles avaient beaucoup moins d'obligations de respecter la structure existante, elles ont mis en place des pratiques qui ont été validées par les autorités de contrôle. Et dans ces pratiques, on retrouve par exemple le reste à vivre. On va retrouver l'allongement de la durée des crédits jusqu'à 25 ans. On va retrouver le fait d'avoir des garanties un petit peu différenciées. On va retrouver le fait de distribuer les COPTZ, puisque maintenant 2 d'entre elles, Hauts-de-France et Île-de-France, font de la distribution des COPTZ. Ça a été confirmé cette année dans la loi de finances, pas plus tard que la semaine dernière. Donc c'est un bon modèle qu'on essaye de déployer en France. Il y a 7 régions couvertes aujourd'hui. On va essayer de passer à l'ensemble des régions, parce qu'on pense que c'est véritablement le modèle le plus sympa pour tant les structures d'accompagnement d'avoir un partenaire de financement qui soit parfaitement adapté, que pour les banques d'avoir un partenaire de distribution des crédits. Si elles ne savent pas le faire elles-mêmes, elles vont utiliser les STF pour distribuer les crédits, que pour le ménage qui est en face de lui quelqu'un qui connaît tout, c'est-à-dire qui connaît les aides, qui est capable en particulier de faire un truc qu'on a beaucoup mentionné, qui est l'avance des aides, c'est-à-dire ce qu'on appelle le compte travaux, qui est de nature à rassurer les artisans qui sont bien payés en début de travaux, donc le fameux acompte de 30%, mais qui sont également en mesure de porter en fait la trésorerie jusqu'au moment où l'installation va être efficace et efficiente pour éviter aux ménages en fait de replonger dans des affres de trésorerie. Donc ça, on sait le faire aujourd'hui. Procivis, d'ailleurs, est un très gros partenaire en termes de financement de cette histoire et que je salue au passage parce que c'est assez impressionnant ce que vous faites. Voilà, donc les 4 mécanismes répondent aux enjeux identifiés. Couvrir le besoin en capital pour la rénovation complète et performante. Les fonds sont disponibles. L'argent est là. Ils ne savent pas comment l'utiliser. Les fonds sont là. Mais il faut savoir le distribuer, donc il faut savoir le rendre accessible, emprunter pour rénover de manière simple, sécurisée, pas d'avance de trésorerie, une mensualité unique, prélevé post-travaux et d'un montant inférieur ou égal aux économies générées. Je pense qu'avec l'ensemble de ces propositions, qui encore une fois sont des propositions qui sont déjà opérationnelles,
Je pense qu'avec l'ensemble de ces propositions, il n'y a plus de freins et de barrières au financement donc de la rénovation globale et performante dans un cadre qui soit très apaisé, surtout entre les parties prenantes. Le seul point qui nous reste effectivement à parfaire, c'est celui de la numérisation de l'ensemble de la chaîne de valeur. Une fois que ce point est réglé, ma foi, chacun peut faire son métier et peut le faire en toute concurrence, qui sera cette fois-ci totalement basée sur la qualité des prestations. Je vous remercie. Merci beaucoup Sébastien. Donc ce qu'on retiendra de ce que vous avez dit, c'est simplification, nécessité de simplification et différentes formes aussi de prêts, si je peux me permettre, du coup portées par une même société de tiers financement. C'est bien ça ? Et du coup, j'en viens à une question. Qu'est-ce qui fait que ça marche et qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, ces solutions de tiers financement ? Alors, les sociétés de tiers financement sont des entités qui sont détenues par les régions. C'est des startups en fait. C'est-à-dire que le concept n'existait pas il y a 6 ans, il a été créé. D'abord, il a fallu passer par la loi pour changer la loi sur la fin du monopole bancaire en fait. Et puis après, il a fallu développer un métier, parce que ça ne s'invente pas d'être banquier. Et donc, ils ont créé ce métier au cours des 6 dernières années. Moi, je voudrais citer quand même 4 d'entre elles. C'est celle de l'AREC, donc l'Occitanie, qui en plus surfe véritablement sur la très grande ambition de Delga, qui est la patronne de l'Occitanie, de développer complètement le marché de la réno. Je voudrais citer Octave dans le Grand Est, qui est très partenaire avec Procivis, justement, et qui est très à l'affût, justement, d'arriver à fédérer tout ce secteur, à trouver les innovations. Je voudrais évidemment citer Hauts-de-France, qui a été la précurseuse et qui a ouvert des portes. C'est elle qui porte véritablement la négociation avec la CPR, le HCSF. Excusez-moi, c'est des termes un peu abscons. CPR, Autorité de contrôle prudentiel, HCSF, Haut Conseil sur la stabilité financière, Direction du Trésor, Minefi, etc. Donc c'est elle qui a fait vraiment cette interface avec un immense sérieux et un immense professionnalisme. Et le dernier, c'est Île-de-France Énergie, qui lui, en plus, a une posture qui est extrêmement intéressante parce qu'il fait avant tout du collectif. Et donc, il a fallu développer pour lui en plus un deuxième métier, c'est comment générer du financement sur une offre collective, sachant que est-ce que chacun est titulaire de son propre prêt, est-ce que le prêt est affecté à la collectivité, redistribué ou pas, quel type de garantie on peut avoir et tout. Et c'est vraiment des gens assez impressionnants, quoi. Donc 4 exemples de STF qui fonctionnent à creuser pour développer ça ici. Merci. On va laisser la parole du coup à Julie Dehem qui va nous présenter les différents dispositifs portés par l'État et les dispositifs de C2E pour comprendre un petit peu le paysage des aides à l'investissement tel qu'il existe aujourd'hui. Merci, bonjour à tous. Donc Julie Dehem, je travaille à la DREAL Nouvelle-Aquitaine, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, en tant que responsable adjointe du département Habitat. Donc je tenais quand même à remercier pour l'invitation à ce colloque, particulièrement riche de par les acteurs représentés et par les enseignements qui ont été présentés. Donc je vais représenter à la fois le ministère de la Transition écologique et le ministère du Logement, la délégation régionale de l'ANA qui est exercée par la préfète de région et en coordination avec les directions départementales des territoires qui travaillent au plus près de vous, de chacun de vous, dans vos compétences. J'ai choisi de faire une entrée en matière sur les résultats que l'on peut comptabiliser cette année en termes de subventions directes à la rénovation énergétique. Donc on a beaucoup parlé des dispositifs, je pense que j'y reviendrai rapidement derrière en synthèse parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais concrètement par rapport à la slide que vous avez derrière moi, je n'ai pas besoin de rappeler que la rénovation de l'habitat au sens large, au-delà de la rénovation énergétique, mais la rénovation de l'habitat est donc une politique prioritaire du gouvernement et donc les outils principaux développés très récemment, donc MaPrimeRénov', est géré au niveau national, pas en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons donc les chiffres que vous avez là, donc pratiquement 60 000 ménages qui ont bénéficié donc au 15 novembre d'une aide MaPrimeRénov', donc instruite au niveau national. Ça représente 175 millions d'euros de subventions et plus de 600 millions de travaux.
Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces aides qui ont été distribuées donc, par MaPrimeRénov', donc ce sont des aides, vous l'avez bien compris, donc, par geste ou en rénovation globale, c'est-à-dire que les deux sont possibles en fonction des niveaux de revenus, en fonction du projet de travaux. Et je vous ai mis en dessous le nombre d'actes qui ont été comptabilisés dans les plateformes de la rénovation énergétique, donc on parle beaucoup aussi depuis le début de la journée. Dans l'accompagnement, puisque donc, ces plateformes, comme beaucoup d'entre vous l'ont dit, développent donc de l'information, du conseil et des actes d'accompagnement. Alors bien sûr, il y a une montée en puissance qui est très fortement attendue pour l'accompagnement. J'y reviendrai plus largement après sur la place de l'accompagnement avec mon accompagnateur Rénov qui va monter en puissance. Mais clairement, on a un levier très important là pour le développement de la rénovation globale et performante en développant donc ces actes d'accompagnement. Et donc je rappelle qu'il y a bien 47 plateformes de la rénovation énergétique. Donc le conseil régional avec qui nous travaillons en partenariat très resserré pour le déploiement des plateformes n'est pas là, mais donc vous savez pour la plupart que les collectivités territoriales se sont toutes repositionnées très récemment encore, et donc nous avons bien 47 plateformes qui seront portées par les collectivités territoriales. Alors, au-delà de MaPrimeRénov', nous avons un dispositif donc, porté par l'ANA depuis de nombreuses années, qui est donc le programme Habiter mieux, qui distribue des subventions prioritairement donc, aux propriétaires occupants très modestes, propriétaires occupants modestes, également propriétaires bailleurs qui vont ensuite conventionner leur logement avec l'ANA sous des plafonds de revenus et des plafonds de loyer. Et nous avons aussi des aides qui vont donc aux syndicats de copropriété pour la rénovation des copropriétés en partie communes, qui peuvent être couplées avec des aides individuelles. Donc là-dessus, nous sommes en permanente augmentation de nos résultats. Les objectifs sont atteints, dépassés depuis plusieurs années. On n'a pas de problème de financement au niveau de l'ANA, dont le budget n'arrête pas d'augmenter. En termes en tout cas de distribution des aides dans le programme Habiter mieux, donc qui va évoluer l'année prochaine dans son vocable, mais pas dans son esprit. Donc le programme Habiter mieux, c'est bien une rénovation globale et performante. J'insiste là-dessus, puisque les ménages les plus modestes peuvent aussi faire une rénovation geste par geste en passant par MaPrimeRénov', comme tout un chacun. Quand on rentre dans un programme Habiter mieux, on est obligatoirement accompagné. Donc là, c'est du 1 pour 1, donc un ménage aidé, un ménage accompagné. Et on travaille donc en priorité. Donc vous avez les chiffres, 66% des aides qui vont aux propriétaires occupants les plus modestes. Et je tiens aussi à souligner que nous avons un niveau de performance qui frôle les 50% de gains énergétiques. Et également l'importance des programmes animés de l'ANA. Alors, je ne l'ai pas dit en introduction, mais je suis responsable du département Habitat de la DREAL Nouvelle-Aquitaine. C'est particulièrement important, surtout en ce moment, de travailler en parfaite cohérence dans les politiques de l'énergie, les politiques de la construction et les politiques de l'habitat. Nous, au niveau de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, on s'y attache vraiment en travaillant conjointement. C'est une question fondamentale au niveau national, mais aussi dans les collectivités territoriales. Je n'ai pas mis l'ensemble des aides à la rénovation énergétique directe. Je vous ai mis quand même pour mémoire les résultats donc, de France Relance à la rénovation thermique des logements sociaux. Donc il y a plus de 1000 logements sociaux qui seront accompagnés par France Relance cette année pour la rénovation énergétique ou la restructuration lourde. Et il y a aussi d'autres financements qui ont été distribués pour par exemple, la rénovation des universités, le logement étudiant, mais aussi dans le cadre d'un fonds friche pour accompagner un certain nombre de maîtres d'ouvrage dans le renouvellement urbain partout sur le territoire. Alors après, je vous ai mis 2 slides sur la loi climat et résilience, parce que tout simplement, je ne vais pas redire ce qui a été dit ce matin, mais c'est pour resituer. Tout à l'heure, monsieur, vous disiez qu'on a toutes les briques et qu'il faut maintenant monter le mur. Je crois que la loi climat, telle qu'elle a été redéfinie, en tout cas la définition du service public de la rénovation de l'habitat, ambitionne de construire ce mur. Et donc, 2 objectifs forts à ce service public de la rénovation habitat, donc accroître le nombre de projets et accroître la rénovation performante et globale.
Donc on a nos 3 piliers du service public, l'information, le conseil personnalisé et l'accompagnement. Et puis donc un échelon, l'échelon EPCI, qui est la collectivité territoriale, qui semble le plus à même de déployer donc, les guichets qui permettront, les plateformes qui permettront de déployer ce service public. Donc le label France Rénov', on en a déjà parlé, qui viendra unifier tout ça. Et donc... oui, donc là, je ne vais pas m'attarder. C'est simplement le fait que la loi fixe bien une ambition de stabilité des aides, de prise en charge du reste à charge, et puis de fixer donc un niveau d'ambition. Et puis, nous avons les définitions des rénovations globales et performantes, ça a été dit ce matin. Là où je voulais insister, c'est que les aides publiques directes, elles sont certes, c'est le 3e volet de France Rénov' que vous avez tout en haut, là, la distribution des aides, mais l'objectif, c'est de fluidifier, de simplifier le parcours de l'usager, remettre l'usager au centre, ça a été redit, parler de l'habitant dans les politiques de l'habitat. Donc 3 grands volets dans France Rénov', l'information et le conseil, donc porté par les plateformes, les guichets. L'accompagnateur Rénov' qui pourra aller au-delà des plateformes, mais dont on ambitionne qu'il puisse être proposé gratuitement dans le cadre des plateformes, et puis la distribution des aides. Donc voilà, je vous ai mis simplement des convergences, des évolutions qu'il y aura donc au 1er janvier, donc avec cette bannière France Rénov', le fait qu'on va parler d'une seule voix, donc ADEME-ANA, en tout cas c'est l'ambition. Donc l'ANA s'est vu confier l'animation globale du réseau au niveau national des plateformes, et on va démultiplier ce modèle dans les régions, dans les collectivités. Et donc vous voyez qu'il y aura donc un seul numéro d'accès France Rénov' qui redistribuera sur le territoire, un seul site internet. Je vous ai mis les références du dossier de presse. Et peut-être une petite parenthèse par rapport au message de Sébastien Descours qui parlait de numérisation pour simplifier, pour fluidifier un petit peu la transmission des dossiers. Je crois que MaPrimeRénov' est complètement dématérialisée depuis bientôt 2 ans. Vous avez un mot à nous dire sur cette dématérialisation? Ça se passe bien? Oui, alors c'est vrai que l'ANA a entamé depuis plusieurs années un chantier, sous l'ancienne direction de Blanche Guillemot, avait entamé déjà un énorme chantier de simplification, dématérialisation des aides de l'ANA au sens large, qui, on concède, donc est très complexe, et donc avec une plateforme au projet ana.gouv.fr. Derrière, il y a eu donc la création de MaPrimeRénov' avec une autre plateforme, et donc l'année prochaine, il y aura effectivement unification des dispositifs avec une dématérialisation de ce type. Alors après, effectivement, vous le voyez, il y a tout un dispositif, on est sur un dispositif très récent, avec une instruction nationale et un lien avec le local qui est absolument fondamental, et donc il y a beaucoup de démarches du pas à pas pour du transfert d'appels notamment, auquel vous êtes associés en tant que... les différentes plateformes sont associées pour faciliter l'accès à l'information. Et voilà. Donc on espère qu'on ira de mieux en mieux, en tout cas dans les différents bugs, parce qu'il y en a eu évidemment des bugs informatiques liés au développement de ce produit, mais en espérant que ça aille dans le bon sens. Je réponds à votre question. D'accord, merci. Ouais. Alors l'accompagnateur Rénov', simplement vous dire que donc, c'est un des leviers principaux, si ce n'est le levier principal, donc, pour accéder à la rénovation globale et performante. Donc ça a été dit très clairement ce matin par les collègues qui travaillent donc, au CRER. Il faut arriver au bon moment dans la définition du projet pour pouvoir inviter le ménage à s'orienter vers les travaux auxquels il a le droit en fonction du montage financier. Donc mon accompagnateur Rénov', c'est cette ambition-là. Ce sera au 1er janvier 2022 l'ensemble des opérateurs des anciens espaces verts, donc des plateformes de la rénovation énergétique, et l'ensemble des opérateurs de l'ANA, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, l'ensemble des aides distribuées sur le programme Habiter Mieux sont distribuées avec un accompagnement par un opérateur agréé par l'ANA. Et puis, courant 2022, donc l'État travaille à la définition de ce qui est attendu de ces opérateurs, de ces accompagnateurs, pour aller vers une ouverture au-delà du service public, potentiellement dans le privé, l'idée étant de démultiplier cet accompagnement.
mais aussi du coup d'uniformiser les compétences qui sont attendues. Et quand je parlais de rapprochement des politiques de l'habitat et politiques de l'énergie, c'est aussi d'introduire toute la notion d'accompagnement social qui est absolument fondamentale dans la réussite des politiques d'accompagnement des plus modestes dans le vivre mieux dans son logement et notamment la rénovation énergétique de leur logement. Ensuite, donc, sans rentrer dans le détail, refaire en quelques mots l'histoire de MaPrimeRénov'. Donc, on l'a dit, donc, créée en 2020. Donc, c'est initialement une simplification, donc la fusion du crédit impôt transition énergétique et de ce qu'on a appelé Habiter mieux agilité. C'était un dispositif qui permettait de faire du geste par geste, en fait, par rapport à Habiter mieux tel qu'on le connaît encore aujourd'hui, qui est en approche globale. Donc voilà, MaPrimeRénov', ça s'ouvrait à tous les ménages. Ça a été une assez forte avancée, en tout cas dans la communication et la présentation. Donc les différentes couleurs que vous voyez là, c'est selon les niveaux de revenus. Selon les niveaux de revenus que vous avez droit à différentes aides en geste par geste ou en approche globale, sachant que si vous êtes dans les revenus les plus élevés, les aides sont principalement sur l'approche globale. Et donc vous avez aussi le dispositif MaPrimeRénov' copropriété. Alors j'insiste là-dessus parce qu'on a évoqué la complexité des dossiers en copropriété, la complexité d'aller cibler les professionnels, donc notamment les syndics, de coupler les aides en partie commune et les aides en partie privée. On a la chance d'avoir effectivement un fort investissement aussi de Procivis sur cette partie-là, parce que le montage financier est particulièrement complexe, et notamment à faire passer en Assemblée générale. Voilà. MaPrimeRénov' copropriété, c'est l'avenir. Demain, on part vraiment du bas de l'échelle, on n'a pas de résultats, quasiment pas de résultats, et donc on a tout à faire sur cette politique. MaPrimeRénov' Sérénité, donc c'est le nouveau label, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc c'est le nouveau nom de Habiter mieux Sérénité à partir du 1er janvier 2022. Donc c'est quelques évolutions qui sont prévues pour MaPrimeRénov' et donc MaPrimeRénov' Sérénité. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une convergence des différentes aides et notamment de permettre aux bénéficiaires de Habiter mieux, jusqu'à présent, donc je vous le rappelle, en approche globale et performante, de leur permettre de bénéficier des programmes C2E. Parce que jusqu'à présent, c'était une aide distribuée, donc une aide à la pierre, distribuée par les directions départementales des territoires ou les délégataires des aides à la pierre, les collectivités sur le territoire. Et l'ANA récupérait les C2E. Donc là, l'idée de la convergence avec MaPrimeRénov' Sérénité, c'est de permettre le cumul des différentes aides, et notamment les COPTZ et donc les C2E, pour tous les ménages. Et il y a aussi un alignement d'un certain nombre de critères d'éligibilité, notamment le logement doit avoir plus de 15 ans, y compris pour MaPrimeRénov' à partir de l'année prochaine. Et puis, je vous ai remis ici les principales évolutions des aides C2E sur le logement individuel et le logement collectif. Donc là aussi, sans rentrer dans le détail, ça a été dit à plusieurs reprises, donc un recentrage sur des coups de pouce qui iront à la rénovation performante et globale sur le collectif et sur l'individuel. Les coups de pouce chauffage qui se prolongent et coups de pouce isolation aussi dans une durée plus courte dans le temps. Donc ce couplage C2E et MaPrimeRénov' Sérénité sera effectif à partir du 1er juillet 2022. Donc on a une période de transition de 6 mois l'année prochaine à gérer. Voilà. Ah oui, alors ça c'est juste un petit mot de publicité pour indiquer que l'Adréal Nouvelle-Aquitaine met en place des temps d'animation et d'échange des professionnels qu'on intitule Moments Pro. Donc les moments professionnels, donc initialement du programme Habiter mieux, mais maintenant de la rénovation énergétique au sens large, sur lesquels vous pourriez tous être intéressés, et donc qui vont se dérouler sous forme de webinaires de 2 heures, 2 heures et demie, donc sur 3 après-midi, je crois, à partir du 30 novembre, 7 décembre et 14 décembre. Et donc vous aurez ainsi le programme et les liens si ça vous intéresse. Merci beaucoup. C'était un exercice compliqué de présenter les dispositifs. On se rend bien compte de leur complexité, de leur imbrication, des conditions d'accessibilité, d'éligibilité. Et on voit aussi finalement l'évolution avec une prise en compte plus importante et une réflexion autour de la rénovation globale. Et puis une tentative aussi de tout mettre sous la casquette MaPrimeRénov' qui, on l'espère, du coup simplifiera la lecture pour les maîtres d'ouvrage qui souhaitent rénover. Merci beaucoup.
Et je vais maintenant laisser parler Isabelle Berland de Procivis, qui va nous présenter une solution opérationnelle déjà depuis quelques temps pour montrer que ça marche, que ça existe. Bonjour à toutes et à tous, et puis merci également pour l'invitation. Donc Procivis Poitou-Charentes, donc je vais vous présenter notre structure. Donc depuis plus de 10 ans, Procivis Poitou-Charentes donc a construit de nombreux partenariats concrétisés par la signature de multiples conventions sur l'ensemble du territoire, donc ex-Poitou-Charentes, donc Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne, pour donc développer nos activités mission sociale. Donc l'État et les organismes donc, de l'État, l'ADREA, la DDT, DTTM, les délégations de l'ANA, donc mettent en œuvre les politiques nationales et locales de l'habitat, auxquelles nous participons en tant qu'acteurs financiers, je dirais acteurs facilitateurs, en aidant les propriétaires modestes et très modestes, qui sont donc éligibles aux aides de l'ANA, donc pour réaliser les travaux d'amélioration de leur logement. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec les opérateurs tels que Solia, Urbanis, ATIS, qui jouent un rôle essentiel donc, dans les politiques de l'habitat. Donc nous intervenons auprès donc, des propriétaires, comme je l'ai dit, modestes et très modestes, sous deux formes, en financement du reste à charge et le préfinancement des aides publiques. Sur les volets donc, qui nous intéressent aujourd'hui, donc la précarité énergétique, mais pas que, donc sur le maintien à domicile des personnes âgées, le handicap, l'habitat indigne, donc sous deux formes, en finançant donc, le reste à charge sous forme de prêts donc, à taux zéro, pour les propriétaires qui ne répondent pas aux critères permettant un financement par le circuit classique bancaire. Ce sont des plans de financement qui sont adaptés à chaque situation, hein. Le but n'étant pas de mettre plus en difficulté le ménage, le propriétaire ou les propriétaires. Donc on fait vraiment du cas par cas. Donc ce financement il permet, donc, comme je vous l'ai dit, de financer le reste à charge et ça intervient à la fin des travaux pour justement verser le solde des factures, enfin une partie, hein, pas que. Donc voilà, et nous intervenons aussi dans le préfinancement des avances publiques et ça intervient en tout début justement pour financer les acomptes artisans. Donc j'y reviens. Donc concernant tout ce qui est rénovation thermique et transition énergétique, la carte donc, a été créée. Donc le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a concrétisé donc avec nos 3 SACICAP, nos 3 Procivis, donc Procivis Aquitaine Sud, Nouvelle-Aquitaine et donc Poitou-Charentes, ce qu'on appelle une caisse d'avance, un fonds mutualisé, donc qui est partenariat public-privé, qui a permis donc de mutualiser plus de 2,5 millions de fonds. Donc aujourd'hui, même 3,8 millions. Cette avance donc, est versée donc, au démarrage des travaux et elle permet donc de régler les acomptes nécessaires aux artisans en début. Chaque dossier donc, est plafonné à 9 000 €. Voilà, donc je vous ai donc donné un exemple sur lequel on est intervenu pour un propriétaire donc âgé de 69 ans, retraité, 1 300 € de retraite par mois. Les travaux étaient d'installer une pompe à chaleur, isoler les combles et donc un peu d'électricité. Coût des travaux ont été de 28 059 €. Les différentes aides intervenues donc, ont été la subvention de l'ANA pour 12 000 €, la subvention du département pour 3 500 €, une subvention de la communauté de communes pour 1 500 €
et une subvention de caisse de retraite de la CARSA de 2 500 €, ce qui... donc, il y avait un reste à charge pour le propriétaire de 8 589 €. Le propriétaire donc, a pu faire un apport personnel de 3 000 €, donc il lui restait à financer 5 559 €. Donc nous sommes intervenus donc, sur l'avance de la subvention ANA, en préfinancement avec l'avance carte à hauteur de 9 000 €. Et nous avons également préfinancé les 3 000 € restants avec nos fonds propres. Donc comme ça, la subvention ANA était préfinancée en totalité. Et donc nous avons proposé un financement du reste à charge sous forme de prêt sans intérêt, en adaptant la mensualité, la durée en fonction de la situation du propriétaire. Voilà, donc nos missions, donc, alors je voulais juste que ce qui n'est pas indiqué dans ma démo, c'est aussi que Procivis donc, intervient sur tout ce qui est mission sociale, avance pour les propriétaires occupants modestes, très modestes, pour le reste à charge, mais aussi on intervient dans d'autres volets qui est la copropriété, comme vous en avez parlé tout à l'heure. On fait aussi l'avance des subventions de l'ANA et des communautés de communes quand c'est le cas. On finance aussi dans le cadre des copros le reste à charge aussi individuel des propriétaires. Et après, on a d'autres volets, tout ce qui est PPRT, en avance du crédit d'impôt. Voilà, je voulais juste le souligner également. Donc nos missions sont le fruit de notre volonté et de notre engagement, des liens indispensables avec l'ensemble de nos partenaires de ce territoire, donc dans la mise en œuvre donc, des politiques nationales et locales de l'habitat, donc à l'attention des populations fragiles, donc pour permettre de lutter contre la précarité énergétique et pas que. Voilà. Merci beaucoup. Merci. La première question qui me brûle un peu les lèvres, c'est pourquoi on ne le fait pas pour tout le monde ? C'est-à-dire, vous intervenez aujourd'hui auprès des publics modestes et très modestes. Est-ce que c'est envisageable, du coup, d'avoir un fonctionnement pour tout type de public demain ? Donc, alors, nous, on intervient pour ceux qui sont éligibles aux aides de l'ANA. Aujourd'hui, notre réseau, la politique, c'est d'intervenir vraiment auprès de ces personnes-là. Demain, je ne peux pas vous dire. Mais ça serait envisageable ou ça vous... Il y a des choses, nous, notre convention aujourd'hui se termine au 31/12/2022, donc c'est notre deuxième convention avec l'État. Il y aura une autre convention qui va s'écrire, des réflexions qui sont menées. Là, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire à ce jour, mais pourquoi pas. Parce que ça semble répondre en tout cas aux problématiques qu'avait énumérées Sébastien. Et c'est vrai que on se dit, bah oui, elle existe la solution, et c'est presque un peu frustrant de se rendre compte que finalement on touche que les ménages modestes et très modestes, qui est prioritaire évidemment, mais demain, c'est vrai que ça serait super si on pouvait avoir cette solution pour tout le monde, quoi. Bah, tout ça est à écrire, à réfléchir. Donc, à ce jour, nous, notre réseau, comme je vous l'ai dit, on est dans cette politique-là, et c'est vrai que c'est des propriétaires qui bénéficient donc des aides de l'ANA, où il y a un opérateur pour monter les dossiers. Voilà, nous, on souhaite qu'il y ait quand même un opérateur pour chaque dossier, pour sécuriser, je dirais, pour que ça se passe bien au début comme à la fin, quoi, qu'il n'y ait pas de soucis en cours, que le plan de financement soit vraiment ficelé et qu'il n'y ait pas de casse à la fin. D'accord. Un accompagnateur réno finalement en intermédiaire de la vente de trésorerie. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport aux trois présentations et aux différentes solutions de financement qui ont été évoquées. Apparemment non. Il me reste du coup à
à vous remercier. S'il n'y a pas de questions, je remercie bien sûr les intervenantes. Et j'excuse Sébastien qui a dû filer rapidement à cause d'un train qu'il devait prendre. Voilà, merci beaucoup.